Janelle. Dine. Bonjour à toi. Salut. Si Janelle. Alors la machine diesel, le temps de chauffer, le temps que les gens reçoivent les notifications. Saha Mohamed. Salutations, Raf. Comment va Montréal? Oui, bientôt tu seras nommé consul ou l'ambassadeur. J'espère pour toi. Salut. Super, comme d'habitude. Comme d'habitude. Wat is er nou? Salut Idir. Salut Ahmed Bayra. Salut. Il y a Vialain qui sera un petit peu en retard. Et il m'a dit qu'il va être un petit peu en retard. Ma nièce est pilote en Suisse. Maintenant, le monde dans le cime. Ah, commandant de bord. Des commandants de bord. Eh ben c'est bien, je suis content pour elle, Lila Benz. Salut Nazim. Elle n'est pas dans les parages. C'est bien. Bah, c'est bien. Salut Kada. Ouais, ça va comme d'hab. Salut Abdel. Pendant que les gens un peu rejoignent le live. Vous pouvez poser des questions dès maintenant. Hein. La paix sur toi. Enfin, pour une opération sur un sujet. Ben, on fait ce qu'on peut. خاصني خدمة في راجل مصروف ويا. Désolé, mais je peux rien te faire. Si tu
خاصك خدمة في الجيري، شوف شنو راح دير وكتب الإيرا الجيري وشوف. Mais c'est tout. Opération aérienne. Eh bien justement, si tu es... Il a un master في opérations درتها وين بليده l'institut de navigation. اكتب لهم tu montes ça avec un CV, la photo, truc et tout, les coordonnées تاعك. Ils demandent des trucs. Hein. Ils en demandent hein, des gens, enfin des gens aux opérations. Hein. Secrétaire. Schubens, on ne parle pas de ce sujet-là. D'ailleurs, d'ailleurs, j'attends que Fade il joue et je vais vous dire un truc. J'ai un cousin aussi, tu es comme nous, en Algérie, Kamal Bessema. Oui, c'est ancien Kamal Bessema. Oui. Salut Farid, Salut Nordine. ça va? En retard, pas aussi ponctuel que toi. Il y a Morad, enfin il y a JB qui dit il sera un petit peu en retard. Bon, il m'avait Ah, très bien. envoyé. Justement, Mais même moi, dit. Oui. Morad, mais je ne sais pas où il est, elle est venue. هذاك tu sais jamais où il est maintenant. Bon, bon, Je me rappelle quand on s'est quitté vendredi, il nous a dit qu'il sera là lundi. oui, mais bon, il peut dire ce qu'il veut. Dès qu'il veut, il dit Il a- des choses, il fait son contraire. Et là, il aurait pu être appelé. Ouais. Bon, C'est-à-dire que justement, s'il n'était pas déclenché, vas-y. je voulais faire allusion à quelque chose, parce qu'il y a des Choubins qui montaient, voilà, est-ce que vous pouvez, en tant que professionnel, nous dire que c'est là? Alors, je vais mettre un terme à ces histoires de terre plate et ronde. Farid est là, et il m'avait envoyé un lien, justement. Il y a un gars qu'on a fait monter la dernière fois. Je ne vais pas lui faire de la pub. Il a ouvert un live et il a dit qu'il était monté sur notre live, qu'il nous avait passé la pommade, et à tel point que je nous a intimidé quelque part, et que juste après on a fermé le live. Alors pour votre information, et vous le savez tous, nous, l'équipe constituée dans ce live, on fait un live de 2 heures maximum. Et c'est pour une raison très simple. D'abord, pour que chacun vague à ses occupations. 2, c'est pas pour s'éterniser sur TikTok. 3, c'est pour pouvoir les reverser sur ma chaîne YouTube. Au-delà de 2 heures, c'est un peu pénible à suivre sur un live quand il est téléversé dans la chaîne YouTube. Voilà. Et ce gars-là, il s'est targué je crois de nous passer la pommade pour un petit peu rentrer par la fenêtre, sortir par la porte, rentrer par la fenêtre pour nous parler de la Terre plate. Dans ce live, on a expliqué plusieurs fois, pour nous, la Terre est ronde et ça s'arrête là, on n'en parle plus. Celui qui veut parler de ça, il y a pas mal de lives, on n'oblige personne à rester sur ce live pour parler de cette histoire-là. Ce n'est même pas un fait divers pour nous. Ça coule de source et on n'a pas envie de discuter de ça. Voilà, ça c'est dit. Voilà, Farid. Absolument. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, l'incident, Ouais, comme ouais. dirait l'autre, il est clos. Salut Nolan, voilà. C'est clos. السلام عليكم خويا. تجي تعاوني في موضوع. ما هو الموضوع يا أمون؟ Dans la mesure du possible, قلنا الموضوع وش هو ونشوفه. Si on peut, pourquoi pas. Vite, Ali Begdir. Salut Asdi, merci Asdine. Bonjour tout le monde, bonjour Hanan, bonjour Tic Tic Tic. Nabil. Voilà quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai partagé aussi
J'ai partagé une vidéo, je pensais que c'était réel, je me fais toujours avoir, c'était du simul, Ivao. Ouais, Collision, tout juste évité, c'est Algérie, en fin de compte, c'était du blabla, il y a quoi. l'interception maintenant. Voilà. Eh ouais, Euh, bon, à des ouais, aussi. Ouais. on se fait avoir. Bah, mais tu as vu que la synthétique et le truc, c'est tellement bien fait que tu as Ah, c'est l'impression que c'est réaliste. vrai. Ah ouais, Ah c'est ouais. vraiment réaliste, hein. C'est Alors, vraiment قالت لك réaliste. أمونة قالت لك أنا راجلي يعيش في ستراسبورغ يقول أنا عامل مش أمونة je te jure que c'est pas notre compte. حنا le live تاعنا il est parlant aviation. أنا بروحي ما عنديش خبرة أنا راني في التقاعد دونك فوالا voilà. Désolé mais bah, salut comment on a- salut Sadawi, salut Nabil. Là. C'est vrai non. Hein. Et à me dire, le ménage, je vous dis, si j'avais quelque chose, ben, si je pouvais faire quelque chose, avec plaisir, mais je ne peux rien faire. ندبر خدمة لروحي ودبر خدمة لولدي ودبر نو واي كوم دير يبقى نكون معك صريح ولا دابا عليك j'ai fait 2 fois concours PNC mais j'ai pas pu décrocher un poste. Ben Choubaz, si pendant le concours tu faisais référence à ce que tu demandais tout à l'heure, c'est un peu normal. Et ça dépend. Puis tu dis, tu as fait 2 fois le concours, mais j'ai pas pu décrocher un poste. C'est-à-dire que tu as fait le concours. Est-ce que tu es passé au concours? Est-ce que tu as eu accès favorable pour, c'est-à-dire pour le concours? Est-ce que tu as eu un accès favorable? Maintenant, si tu as été débouté ou là tu as échoué, ça c'est autre chose. Tu peux pas faire le stage, ça c'est clair. Il se Oui, faut- parce que c'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire. J'ai fait 2 fois le concours PNC, mais j'ai pas pu décrocher un poste. C'est-à-dire, c'est ça le. Justement, c'est ce que j'arrivais pas à comprendre. Un institut, si le gars il a fait son concours et qu'il a réussi et qu'il n'a pas trouvé son poste, c'est qu'il doit réappliquer, appliquer jusqu'à ce qu'il en trouve un. Mais maintenant, si le concours, parce que ça c'est concours, c'est pour faire sûrement. Si tu as fait un concours, ça veut dire que tu es CSS, Schubens. Si tu es CSS, il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas décrocher le truc, sauf si tu ne réponds pas aux critères de la compagnie dans laquelle tu as appliqué, que ce soit Air Algérie ou la Tassili, ou, enfin en Algérie. Maintenant, à l'étranger, je ne sais pas comment ça se passe. Combien de jours de récup et congé pour un pilote? Logiquement, c'est 7 repos légaux hebdomadaires, c'est 7 jours. Pas de congé, hein, je parle des repos légaux hebdomadaires, ce qu'on appelle les RLH. Ensuite, il y a les postes courriers et les. C'est-à-dire quand il y a les longs courriers qui vont à Montréal et tout, il y a 2 jours après de repos. La PK, il y a 2 jours. Congé, c'est un mois, si tu veux, c'est un mois, le 13e mois payé. C'est 45 jours par an de congé. Mais le pilote, il ne peut jamais les prendre d'un seul coup. Ça, c'est impossible, vu la contrainte du programme et tout. Donc, ils vont lui donner par bribes. Et jamais pendant les fêtes, enfin les congés des enfants et tout. Surtout quand il y a des enfants, comme par hasard. Vous avez des. Oui, j'ai vu les hamsters échapper dans l'avion d'Airbus 320, la compagnie portugaise, oui. J'ai vu ça à SD. C'est-à-dire, c'est marrant. Et ils ont tout fermé pour faire la chasse aux hamsters. Ah, les hamsters à la bergue dans un avion, c'est catastrophique, hein. Parce que ça ronge tout. Hein. C'est comme les rongeurs, hein. Ça ronge les câbles, les trucs et tout, oui. Je me rappelle, bon, c'est un souvenir lointain, je me rappelle, Nordine, Ouais. je sais pas si tu me le confirmer, salut, quelqu'un de bien, que j'avais ramené un chiot, hein, Ouais. à bord d'un avion et en cabine. C'est tolérable dans les années 80, je sais plus si c'est tolérable maintenant. Toujours tolérable, mais avec une normalement, c'est pas de la case. Le panier, quand il est. Et bien sûr, l'accessibilité, là, c'est le vaccin, bien sûr, et tout. C'est ça. Mais c'est Je toujours. l'avais sur les genoux, je Ouais, l'avais ouais. sur les genoux, Ah, libre. Non, dans l'argumentation change, il faut qu'il soit. libre, libre. Non, il faut que ça maintenant, ça cache. Ça t'y cache.
il y a eu des contestations et de la réglementation a changé à ce niveau-là. Et ça dépend de la grandeur de la bête. Quand il est grand, ben, il ne pas, sauf si tu payes un siège à bord, et encore, il y a une admissibilité d'un certain nombre d'animaux à bord. Il faut cette réglementation. Quand c'est par exemple un chat ou là, un petit caniche ou là, il peut voyager avec sa petite cage et il peut être posé à côté, c'est-à-dire à côté du passager. Mais ça dépend des compagnies. Bon, avant, bien sûr, avant, tu pouvais monter avec ce que tu veux. Je vais te dire un truc, nous, on a transporté entre Agadez et Niamey. Il y avait des gens qui descendaient de Agadez vers Niamey en Fokker. À chaque quelqu'un, 30 faucons, hein, donc chasseurs. Et ils C'est étaient sur lourd. leurs mains. Ils étaient sur leurs mains, alors je te dis pas. Qui a fort. Bon, les années 97. Oui, admis, alors attends. Bon, Choubez, oui, admis test oral, physique, mais pas l'écrit. Ah ben ouais, si tu n'as pas été admise à l'écrit, donc tu n'as pas été admise au concours. Si tu avais été admise au concours, il n'y a aucune raison pour que tu ne sois pas recruté par une des compagnies, que ce soit Air Algérie ou la Passe d'Assili ou là à l'étranger. Mais tu n'as pas été admise. Alors tu repasses l'écrit, refais une tentative. Le pilote de PS Forever, il a 45 jours de congé par an. Mais il ne peut pas les prendre d'un seul coup, c'est impossible. 130 upstairs, t'as 130 upstairs dans l'avion. Oui, oui. J'ai l'impression que moi, on a des problèmes avec la connexion, Belek. Les chercheurs pensent pouvoir réussir à contrôler les turbulences avec l'IA. Oui, il y a des études dans ce sens. Il y a même un radar qui est en truc, en conception pour pouvoir prévoir tout ça. C'est-à-dire Hamza Ben Abid. Mais vu que la météo n'étant pas une science exacte, il y a toujours le facteur hasard dans cette histoire. Alors, l'école, c'est à eux. Mais où? C'est à eux où il y en a à Montréal, parce que c'est à eux, c'est worldwide, c'est partout dans le monde, c'est à eux. Qu'il y ait Oxford, à Gatwick, à Montréal, il y a partout des écoles, c'est à eux. Il y a même à Dubaï. Tu t'imagines 130 hamsters. Et vu que l'avion contient des endroits vraiment en Belgique, ben oui, pourquoi pas. Ah yes, Mino. Just Mino. Ah voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Captain Violent? Il arrive? Ouais, là, parce qu'il était monté et ensuite, voilà. JB, ce qui est occupé, tu Salut le. les amis, Salut. je ne sais pas ce qui se passe. Mon téléphone, il a en quelque sorte bugué. Ouais. Il voulait pas passer. Quand j'ai essayé de faire le fond d'écran là, Ouais. ça merdouillait. Enfin bon, bref, c'est pas de problème. Alors, comment ça va, Farid? Salut, salut Captain Violent, ça va bien? Alhamdoulilah. Ça va, Nourdine? Comme d'hab.
Standard brief, standard call-out, quoi qu'il arrive, c'est de la faute du mécano. Hein. Exactement. On est là pour casser les avions, ils sont là pour les réparer. Enfin, on était là pour casser les avions, ils étaient là pour réparer. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. C'est le père Goni un jour. Il me dit, on avait Lamouti comme mécano. Il me dit, standard brief, standard call-out, quoi qu'il arrive, c'est de la faute du mécano. Exactement. Tu l'as connu, toi, Goni, non? Mais juste quand Ouais. on venait d'arriver, quoi. Ouais, tu n'as pas volé avec lui. Non, non. Alors lui, d'abord, il parlait comme ça, tu vois, et puis il avait une technique, lui, il coupait les gaz à 30 ou 40 pieds, tu vois, il coupait les gaz. Alors régulièrement, il faisait des patates avec le 27, parce que ça, il n'aimait pas. Alors un jour, on se posait à Oran, et il y avait Lamouti derrière. Lamouti, qu'est-ce qu'il fait? Dans l'interphone, il dit, quand on s'est posé, effectivement, c'était une patate, il dit, la patate. Alors Père Goni dit, oh, vous avez vu, hein, même de la tour, ils l'ont vu. Ça devait être un sacré phénomène, hein? C'était des vedettes, ça. Un jour, il me dit, voyez-vous, monsieur Vialin, là, monsieur Lamouti, c'est pas un mauvais garçon devant lui, hein, mais c'est un branleur. On a rigolé. Ouais. Carrément. J'aime bien la vidéo que vous avez publiée, Captain Vialin. Bien, bon, j'ai pas toute vue là. Il va vraiment faut que je la voie Bon, sérieusement. Donc, ouais. C'est très technique. Et encore, je voulais aller plus loin. J'avais commencé un calcul visant en fait à démontrer, chiffre à l'appui, ce que j'ai mis à la fin, c'est-à-dire les effets d'une rotation brutale ou d'une rotation lente. Alors en passant par le CZ, etc. Enfin bon, c'était hyper compliqué. J'ai fini par abandonner. J'ai dit bon, je vais prendre le FCOM du 37 et ça ira bien, ça suffira pour la démonstration. Voilà. vous avez même intégré le CZ en take-off? Parce que si on fait une rotation, si au lieu de... Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on calcule des vitesses au décollage, en fait, le constructeur connaît le CZ, dans la mesure où on cabre l'avion selon la technique de décollage, et donc on a le pitch, donc on a l'assiette de l'avion, plus le calage des ailes. Comme l'avion est encore au sol, il est en trajectoire horizontale, on a donc l'angle d'incidence. Et donc, compte tenu du braquage des volets, on est capable, enfin, le constructeur est capable de connaître exactement la portance qui va être générée à tel angle, à telle assiette. Et donc, connaissant l'angle d'incidence, on connaît le CZ, on est capable donc de calculer la vitesse qu'il faudra pile poil pour que la portance soit légèrement supérieure au poids et que l'avion décolle. Et donc, tout ça, c'est extrêmement précis. Et comme, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que on décolle pratiquement au CZ max, presque au CZ max. Et quand on regarde la courbe qui donne le CZ en fonction de l'incidence, enfin de l'angle of attack, donc pour être très clair, on s'aperçoit que quand on arrive aux grandes valeurs de CZ, pas loin du CZ max, la variation du CZ avec l'incidence, elle est beaucoup plus faible que dans les faibles incidences. Et donc, on a un CZ qui est légèrement inférieur, mais pas tellement inférieur au CZ max. Donc, la vitesse à laquelle l'avion décollera va être légèrement supérieure à VLOF puisque CZ est légèrement inférieur à CZ max. Voilà. Donc, alors j'ai voulu rentrer dans ce petit détail-là avec des calculs, mais c'était bon. Je dis bon, il n'y avait pas de problème à le faire. Hein, c'est pas le sujet. J'ai construit le truc avec un tableau Excel et tout. Il n'y avait pas de problème. Mais j'ai dit ça va être imbuvable. Quoi, voilà, c'est tout. C'est parce que c'est le détail du détail. Quoi, voilà. Bien.
Salut Spanish. Salut Spanish. Salut, vous allez bien? Ça va? Je Ça te va, dis toi, que t'as pas l'air, toi, t'as pas l'air avec le temps qu'il fait. Hein. On a vu les images, il fait vraiment mauvais. Hein. Là, il pleut, là, il pleut. Il mais- pleut. mais si tu filmes, Smile, si tu filmes, fais attention à ce que tu montres là. Parce que des fois, il y a des choses peut-être qui passeront pas sur TikTok. Ouais, bon, là, il n'y avait rien de. Voilà. C'est-à-dire, Il y avait rien de fou. il est dans un tracma, ou là, il évite de conduire, ou là, il évite... T'as compris? Ah non, non, je marche, moi. Ah d'accord. Je marche, je suis sur un vol, là, je fais une arrivée, là. Arrivée-départ. Eh ben, c'est bon. Rotation de 35 minutes. Turnaround coordinator. Donc, Yes. c'est la tape. Exactement, ouais. Exactement, mais il est Ça en veut dire retard. la tape. Tu sais ce que ça veut dire. Tu sais même pas. Take another plane. Ah. Tu sais que je savais pas? Je l'ai fait tous les jours, mais je savais pas. Non, c'est pas ça. C'est que dans le temps, il y avait toutes les compagnies, on leur avait trouvé avec soit leur sigle, soit leur une image qu'ils avaient ou quoi. Ok. Il y avait chez tous les navigants, on avait un autre nom. Par exemple, la Sabena, c'était Such a Bloody Experience, Never Again. Ah ouais, Voilà. c'est Sabena Technique. Ouais, voilà. Il y avait la rame, rien à manger, etc. Voilà. Donc, Tu n'as pas connu, JB, laisse Spanish, tu n'as pas connu Air Littoral. Non. Non, j'ai pas JB, tu connu. as connu Air Littoral, JB. sur Airlit, bien sûr. Oui. Alors, tu sais, quand on était là-bas, qu'est-ce qu'on disait pour Air Littoral? Ils avaient des banderantes. Les avions, c'était des banderantes. Ouais. Et les hôtesses étaient habillées en rose. Alors, on disait, Air Littoral, c'est banderantes, ça sent la crevette. Ah. Là, tu les as pas vus, Corsair, ils ont pris les Miss France, là. Ouais, ouais, Elles étaient toutes en rose. j'ai vu. Là, j'ai pas connu Air Littoral. Il y avait des anciens instructeurs du SFAC, du service formation aéronautique contrôle technique de Montpellier. Ouais. 3 ou 4 qui se sont convertis après en pilote. Ils ont continué à faire pilote. Et ils étaient chez Airlit. D'accord. Les mecs, à plus tard. À tout. Voilà, à toutes. Attends, je voulais te montrer un truc, JB Morad. Tu me demandais la dernière fois le système. Il va revenir l'été. Ah, ouais, je suis sur mon vol. Mon vol, il va arriver au bloc. Ah, tu vas dire, ouais, d'accord, vas-y. Monte, si tu veux. Donc, c'est les trucs. Timing, high receive. 18h15. Il est au bloc, là? Ah, bon, je vous laisse, je vous rappelle après. Vas-y. Ok, Spanish. Attends. Désolé, attends, je vous fais tac l'arrivée si vous voulez. Vas-y. Ici à Orly, on met les passerelles. Ouais. Personne ne nous casse quelque chose à cause de nous. Ça te manque, hein, à vous. Non? Moi, ça fait tout à l'heure, 3-21, il monte pas. Je vous entends pas, mais à tout à l'heure. Allez, à tout. À tout. Il était sur le bridge, là, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Et il allait brancher le satellite, justement, pour... Il allait connecter le satellite. Ouais. Alors, on va faire ça pour revenir à la configuration de Khora, et ensuite on va revenir. Le mode, il a sûrement dû être déclenché, Mourad. Hein.
Ouais, sauf il a le ou il dort encore et il va venir tard. Oh, Oh, ah bah, d'accord. il en est capable. Alors, alors TAP est une abréviation technique chirurgicale pour cure de hernie sous coloscopie. Ah ouais, oui. Bah oui, technique chirurgicale sous coloscopie, oui. C'est oui. Donc, ouf, ça. Je veux dire, à dire. Trop, trop ça. مجبورين عليها. J'ai rien compris, Noah. Absolument rien compris. À quoi sert le braquage des volets lors du décollage et de l'atterrissage? Eh bien, tout simplement, au décollage, il sert à donner importance à l'avion à une certaine vitesse, c'est-à-dire à V1, VR, et à l'atterrissage, à casser de cette portance pour que l'avion puisse se poser. Donc, plus tu sors les volets, plus l'avion descend. Et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si tu veux une explication plus technique et plus longue, l'hiver tout vidéo de JB, voilà. Et le braquage, justement, il est choisi en fonction du poids de l'avion pour le décollage. Et c'est le système qui va le déterminer. On lui donne le zéro fuel, on lui donne le fuel, on lui donne la température, l'attitude terrain, enfin, le QNH, et tout. Il compute, il nous donne une landing take-off distance, et le braquage qu'il faut pour pouvoir y aller. Et même bon, sur les Airbus, la température flex, ou bien sur les autres, le N1 à adopter. Chose pour l'atterrissage. Et c'est inversement pour l'atterrissage. La landing distance, le braquage, et bien sûr, généralement le braquage, quand on a à la landing distance, à la landing weight, il va donner le maximum braquage, il va donner full, que ce soit sur un Airbus ou sur les autres avions. Braquage 20, 40 sur les Boeing pratiquement, ou 30, et braquage full sur les Airbus. Mais s'il y a un wind shear en course finale et que le commandant peut quand même continuer son atterrissage, et là, c'est pas un wind shear très très important ou là, il peut passer un braquage de moindre. Justement, c'est pour laisser cet avion sustenter et le poser au bon moment. Parce que s'il fait un fort braquage, c'est-à-dire d'atterrissage, il va pratiquement, avec le wind shear ou quand il y a une perte de cisaillement de vent, l'avion va percuter la planète. Donc, il est préférable. Mais s'il fait cette action, il va falloir qu'il remplisse un ASR, un rapport pour motiver pourquoi il a changé le braquage volé à l'atterrissage. Bien sûr, quand il dit qu'il y avait un wind shear, ben c'est une raison suffisante pour motiver ça, quoi. Saber noir, si tu veux savoir si on a sauté de l'avion, ça a fait du parachutisme? Non. Moi, j'ai jamais fait de parachutisme. Pour en avoir mis, j'avais mis le parachute pour faire du planeur, quand on avait fait du planeur, mais j'ai jamais sauté d'un avion, non, jamais. Ni en parachute, ni... non. D'ailleurs, c'est les deux cas où on mettait le parachute quand on faisait du planeur, parce que bon, c'était payé par l'organisme avec les commettements, et quand on faisait comment on appelle ça, sur les lignes, et les espèces de chandelles et tout. Bon, mais bon, ça n'a pas trop on n'avait que 5 heures sur ces avions. Donc, ça ne nécessitait pas manque de siège éjectable. Non, c'est pas une question de siège éjectable, parce que siège éjectable, c'est propre au truc, aux avions supersoniques militaires. D'ailleurs, ils ont intérêt à avoir un siège éjectable. Imagine, il décolle et il perd sa post-combustion, ou là, il a un problème sur un des réacteurs, ou là, et qu'il n'arrive pas à contrôler.
Vaut mieux qu'il s'éjecte. On va perdre un avion et le pilote, il sera sain et sauf. Tu n'as pas suivi comment on appelle ça, où ça, le fuselage avec parachute. Hein. Moi, tu sais pas où ça on est, non? C'est chauffe, ce qu'on appelle les projets épopées. C'est ce qu'ils appellent les projets de gars, ils les appellent épopées. Chaque fois qu'il y a une technologie nouvelle, on est sur le projet épopée. Et ça prend du temps. Première des choses, il faut que tu saches une chose. D'abord, ils vont l'appliquer sur des avions militaires de transport. Avant toujours, tous les essais dans l'aviation ont été d'abord priorisés pour les militaires. Et c'est un petit peu normal parce que c'est eux qui prennent le plus de risques. Donc leurs avions de transport, que ce soit des Airbus M400 ou les Transat, les Hercules, les derniers Hercules, le biréacteur, kiff, ils font de la recherche pour la sécurité. Et quand c'est fiable, ils passeront au civil parce que ça coûte extrêmement cher pour le civil. Et il n'y a personne qui peut supporter ça. Même les avionneurs ne peuvent pas supporter ça. Sinon, ils répercutent ça sur le prix de l'avion. Donc, une fois que... C'est pour ça que ça s'appelle une épopée. C'est une épopée. Voilà. Et une fois que ça donne un petit peu ses résultats et tout, pas de problème. Après, ça devient dans le... Comment on appelle ça? Sur un truc commun. Et ils font la levée sur le secret professionnel et tout. Et les avionneurs le prennent en compte et ils feront leurs avions en fonction. Voilà. Tu as répondu à ta question, Sabre Noir. Il n'y a pas de recherche avancée sur la sécurité des passagers. Il y a tout le temps de recherche sur la sécurité. Que ce soit chauffe, depuis qu'il arrive normalement à l'aéroport, il y a des recherches. Que ce soit, bon, je parle des pays qui font des études sur ça. Hein. Les autres pays, bien sûr, généralement, où ils achètent le concept, où ils suivent, parce qu'ils ne font pas de recherche à ce niveau-là. Sur les scanners, les trucs et tout. Bon. C'est pas d'ici qui a terminé son travail. Ouais, tu fais ton tour d'avion, il fait son tour. Le turnaround. Walk around or turn around. Je coupe le son parce qu'il y a beaucoup de bruit. Pas pour ta commu. Les break fans, ce sont d'ici, les break fans. Il y a les break fans, on les entend d'ici, justement. Et pourtant. C'est pas son job, normalement. Non, il est en train de faire son job. Le problème n'est pas là, c'est qu'il a coupé parce qu'il y a des break fans. Il y a des refroidisseurs de parties fixes parce qu'il pleut, donc cet avion a dû freiner. Donc en freinant, bien sûr, la température augmente. Et bien sûr, il a 35 minutes. J'ai 35 minutes à son actif, puisqu'on appelle le cordon, on l'appelle en général, on l'appelle le chef avion. Donc il a 35 minutes pour le faire partir. Donc j'espère pour lui qu'il aura terminé sa mission. Voilà. C'est pas son job, je veux dire. Si, il le fait lui aussi. Ne serait-ce que pour vérifier, parce qu'il est obligé. Tu sais, je vais te dire, il y a 3 personnes qui font ça. L'équipage, c'est-à-dire le commandant ou le pilote, le mécanicien, et Alors regarde ce qu'il fait. Tu sais pourquoi il a regardé la soute? C'est pour la disposition, s'il y a des filets, s'il y a ceci, c'est pour les palettes, pour la pose des palettes. Parce que ça se voit tout de suite, quand tu le vois comme ça, tu vois tout de suite s'il y a un crochet, il descend par rapport au reste, par exemple. Tu as vu les conteneurs? Exactement. Ouais. Parce que donc c'est des blocs conteneurs. Quand il passe, c'est des blocs conteneurs. Et donc, il est obligé de vérifier tout ça. Les filets, les blocs conteneurs, la disposition des palettes, etc. Et le 4e genre de personnes qui font ça, c'est pas les gendarmes de l'air, mais les contrôleurs savants. Ils le font. Quand ils sont sur place, ils le font.
pour Ouais. s'il y a quelque chose qui manque ou là. Voilà. Justement, dans la vidéo que Farid m'a demandé de faire sur l'assistance en escale, Ouais. il y a beaucoup d'aspects sûreté. Alors, ça m'embête un peu d'aborder ces aspects parce que pour le grand public, il y a plein de choses que les gens ne sont pas supposés savoir. Exact. Donc, je passerai sous silence tout ce qui est l'aspect sûreté dont tu parlais juste à l'instant. Voilà. Essentiel, je veux dire, juste essentiel. Là, c'est sans aller plus avant. Hein, pas... Moi, bon, j'ai déjà les cours qui sont prêts. Hein. Donc, je suis obligé de... Bon, ce que je fais, c'est que je suis en train d'édulcorer un peu pour le faire grand public, parce que sinon, il y a tous les détails, les machins, tous les trucs, quand on est en bulk, quand on est en, comme disait Nourdine maintenant, quand on est en bulk, quand on est en container, etc. Il y a tout un tas d'aspects qu'il faut voir. Bon, c'est pas la peine de passer au travers de tout ça, quoi. Arrivé, Nordine ou Captain Violin, c'est quoi la profession de Spanif? Je ne me rappelle plus. Il est chef avion. Escadron. Oui, chef avion, cordeau, chef avion. Cordeau, voilà, absolument, cordeau, exactement. Est-ce qu'il est arrivé que le cordeau ait découvert lors d'un turnaround une anomalie que vous n'auriez pas vue, vous? Bon, mais en général, pas technique. En général. Pas d'ordre technique, quoique dans des notions techniques. Mais c'est-à-dire, par exemple, sur une prise statique ou là, sur un rivet qui manque, ou là, enfin, un vis sur un panneau B13, B15, t'as des herbes là qui manquent, il va pas trop s'en rendre compte. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de voir que, en gros, il n'y a pas d'impact et tout, parce que ça y va aussi de sa compétence, de voir si, par exemple, un tapis a touché la carlingue ou un FMC, les porte-conteneurs, les loaders, touchent le plancher. Si un escabeau a touché, par exemple, à l'arrière, parce que l'escabeau il est mis à l'arrière, ou là, l'évacuation des malades, ou là, a touché un petit peu le truc. C'est de sa compétence de dire oui, écoutez, il y a par exemple un escabeau qui a touché, ou là, le catering qui a touché. Bon. Mais le plus gros pour lui, c'est de voir si, à l'intérieur des soutes, parce que c'est sa compétence, puisque c'est lui qui va faire le chargement, et il est responsable du chargement, en fonction de ce qu'on va lui donner comme information sur le chargement. Il va Du voir. chargement et du centrage. Donc oui, voilà, donc les rails, les trucs. Bon, le centrage, au moins, en général, c'est calculé, il n'y a pas de problème. Dans l'avant, tant au milieu, tant de ceci, tant de cela. Mais la disposition générale, oui, il peut en faire partie. Il est arrivé, par exemple, quand j'étais sur Boeing, où le chef avion, on les appelle chef avion cordeau, mais ils sont multifonctions. Il vient et te dit, voilà, capitaine, le filet, les attaches des filets sur le truc ne sont pas tellement conformes. Le panneau, il est un peu tordu. Là. Bon, tout de suite, c'est un lot là. D'abord, on va le signaler, parce que si le SAF arrive et il voit ça, c'est une amende. Hein. Bon. JB, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire, par exemple, dans les avions en bulk, donc qui ne sont pas équipés pour prendre des bagages en container, mais en bulk, il y a à l'intérieur des filets de rétention. Dans les soutes, il y a des filets de rétention. Et par exemple, alors ces filets sont fixés au sol, au plafond, etc. Et entre les filets, parce que bon, ils ne sont pas d'un seul tenant, il y a différents panneaux de filets. Là, il y a donc des crochets qui accrochent les différents panneaux entre eux. Il y a des plots qui sont au plafond et au plancher pour fixer ces trucs-là, etc. Et il y a toute une réglementation à respecter au cas où il manque des plots, etc. C'est-à-dire qu'au cas où les filets de rétention ne seraient pas capables de retenir le mouvement éventuel des bagages dans la soute, etc. Et tout ça, c'est le rôle du cordeau d'aller vérifier ça et éventuellement, s'il y a un problème, s'il y a trop de trucs qui sont cassés, de prévenir le commandant, et à ce moment-là, on va éventuellement ne pas pouvoir charger les bagages dans une soute ou un truc comme ça. Il y a aussi, quand on a des containers, quand on a un avion avec containers, il y a les crochets d'arrimage des containers au sol. C'est-à-dire que
dans le plancher de l'avion, il y a soit c'est un système électrique avec on a un système qui fait déplacer carrément les containers. C'est le cas sur 330, sur 777, etc. Il y a ça. Ou bien les containers doivent être poussés à la main. Mais dans tous les cas de figure, quand ils sont en position, il y a des crochets qu'on soulève. Et si jamais il y a des crochets qui manquent ou quoi aux caisses, c'est ce qu'on appelle un no-fit. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre une charge à cet endroit-là, etc. Et tout ça, ça relève de la responsabilité du cordeau. Voilà. Captain Violin, j'ai l'impression qu'il y en a même au plafond des crochets, non? Oui, ça dépend. Partout. Partout. Séparation, à droite, à gauche, c'est partout. Il y a des crochets au plafond pour les filets. Pour les containers, non. Pour les containers et les pattes, c'est juste en bas. Ils sont sur des rails. En tant qu'étudiant, comment peut-on contacter les instructeurs en aviation? Je sais pas, tu es étudiant où? D'abord, Brahim Bourari. Si tu es étudiant dans une école, tu contactes les instructeurs de cette école. Maintenant, si tu veux prendre toi, personnellement, attache, je sais pas, je peux pas dire, il y a des instructeurs qui sont en ligne, je sais même pas si des instructeurs qui sont en ligne pour donner des cours ou là. Je sais pas. Hier, je suis passé comme ça rapidement sur un live il y avait 2 jeunes qui se trouvaient à Dubaï qui proposaient tu les as vus ça? Ouais. 700 €, me semble-t-il. 700 €. Enfin, je sais pas si c'est. Je sais pas. Je pourrais pas te dire. 700 € l'heure. Mais j'ai l'impression que c'est pas. Ah, certainement, oui, parce que la TPL, quand on sait que toute la formation est à 100 000 €, Oui. ça doit être l'heure, hein, certainement, ou mensuel. Il faut savoir que. Si c'est mensuel, c'est. Savoir que préparer un cours à TPL, j'en connais un rayon puisque ça fait partie de mes occupations. Crois-moi que préparer un cours à TPL et après le donner, c'est pas de la tarte. Il faut bien s'accrocher aux branches et en plus de ça, il faut savoir que moi j'ai vu à chaque groupe que j'ai, chaque nouveau groupe, je suis obligé de revoir un peu mes diapos parce que selon le niveau des gens, selon la dynamique du groupe, etc., je peux aller plus ou moins loin. C'est-à-dire que, bien sûr, on enseigne le need to know. Le need to know, ça c'est obligatoire. Et c'est sur le nice to know ou bien sur le type d'explication. Quand on est avec un groupe qui a un très bon niveau en maths, on peut se permettre à ce moment-là de commencer à expliquer un tas de choses avec des résolutions mathématiques du problème et non plus avec simplement des résolutions, on va dire, explicatives. Voilà. Si Spanish nous écoute, mais il voulait vous montrer quelque chose et vous êtes descendu, Captain Violin. Si tu nous entends, il voulait montrer Captain Violin est là. Si tu veux lui montrer quelque chose. Il voulait montrer le truc, le walk-around. Le bridge? Le walk-around. Ah d'accord, c'était le walk-around. Ah, d'accord. Ouais. Salut Spanish, oui. Oui, ça va. Non, je voulais juste te montrer parce que la dernière fois, tu me demandais le logiciel sur lequel on travaille. Je ne sais pas si tu l'avais déjà vu ou pas. Quant à ta question, voilà le walk-around. Donc du coup, voilà. Là, c'est notre centrage. Je sais pas si tu vois ou pas bien. Donc en fait, là, c'est les ailes. L'aérodynamique Mach. Et donc du coup, en fonction de ce que je fais, ça avance ou ça ressort. Là, si je suis là, c'est hors centrage, par exemple. Là, je suis centré arrière. Là, c'est l'arrière de l'avion. Là, c'est l'avant. Donc tu vois, j'ai tous les chiffres. TOW, landing weight, 0 fuel weight. Et après, je fais en fonction
avec mes chargements dans mes soutes. Alors, Spanish, je vais te poser une question. Oui. Quand on regarde sur un 737, Ouais. quand on regarde la quantité de carburant, on s'aperçoit que la courbe, si on prend la courbe de la variation d'index en fonction de la quantité de carburant, on s'aperçoit que ça commence par avancer quand on remplit le carburant, ça avance et ensuite ça recule. C'est-à-dire qu'il y a un point d'inversion sur la courbe. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Si tu l'as vu, hein? Si tu as vu le point d'inversion, hein? Non. Ça, c'est pas D'accord. quelque chose que moi je Tu regarde. t'amuseras. Non, alors tu t'amuseras à regarder, puisque maintenant c'est plus tellement sous forme de graphique, mais c'est sous forme de tableau. Tu t'amuseras à regarder de full carburant en allant vers zéro carburant. Tu t'amuseras à regarder comment l'index varie. C'est D'accord. très intéressant. Tu vas voir que au début, quand on est full carburant, quand on diminue le carburant, le centrage commence par reculer. Et puis ensuite, à un certain point, il se met à avancer quand on diminue le carburant. Ça serait intéressant que tu vois pourquoi. Ah oui. Dans ce cas-là, oui, effectivement. Quand il n'y a pas le fuel, on est stable. Si j'enlève ou je remets, la courbe elle avance, bien sûr. Oui, alors, c'est-à-dire que quand tu es à full carburant, tu as un centrage qui est donné. Quand tu enlèves du carburant, le centrage recule. Ensuite, Il le avance. centrage avance. Non, il avance, ouais. Non, quand on diminue. Quand il diminue, il avance, ouais, on est en décalé. Je vais essayer de vous Non. filmer le cockpit. Attends. Je vais juste. C'est quoi? C'est un 320 que tu es en train de faire là. C'est un 320. Ouais. 320, 321. Ouais. C'est bon, maintenant tu là. Super. Hola, otra vez. Yeah. Captain, you have the fuel for me or not? Yeah, Not. just 2 minutes, not even that. Yeah, Okay. 10.1 for now. Okay. Ready to refuel. Okay. I'm checking the last thing because we just received. Okay, no problem. Just I make the supervision fuel for you. Yeah, so as soon as you are downstairs and the cabin is okay, so Okay, thank you so much. stand não sei o quê, mais testando. Pardon, excuse-moi. Espion. Donc là, pour qu'on puisse faire l'embarquement, je vais aller faire la supervision fuel. Je peux leur expliquer. Smile. Ouais, dis-moi. Au lieu de montrer l'hôtesse, tu nous montres le commandant. Non, non, rien à foutre du commandant. De quoi? Au lieu de nous montrer l'hôtesse, tu nous montres le commandant. Non, non, non. Ah, mais t'as vu que c'est une copie, c'est une femme, hein? Ouais, la copie, je l'ai vue. Ah, Elle était bien. attends. Bon, là, je vais pas me filmer moi, mais je me suis mis au casque pour la supervision fuel. Ouais. Mais bon, attends. Want to cockpit? On va passer le réservoir. C'est strictement interdit normalement. Gaffe, pas de téléphone à côté du refueling. Ground to cockpit. Bon bah là par exemple j'appelle le capitaine, il veut pas répondre. C'est normal. Il n'y a pas de... Tu n'as pas utilisé la bonne phraséologie. C'est cockpit from ground. Cockpit ground. Hein? Je sais pas encore. C'est là. Si bah dans ce cas si t'es dispo, fais-toi la supervision fuel et moi je vais regarder tes bagages. Super. Du coup je leur laisse. Ground. Cockpit ground. Quoi? Cockpit ground. Comment ça? Pour l'aller? Oui. Je vais les appeler, je vais leur dire. Bon voilà, on gère les problèmes du sol. Non mais c'est parce qu'il est en briefing, le capitaine. Oui. C'est pour ça qu'il m'a pas répondu. Cockpit from ground. Si ground... Wow, ground to cockpit, ça marche aussi, refueling, ok.
Non. La procédure, c'est on commence par la station qu'on appelle, On appelle vers la ensuite station. la station émettrice. Voilà, exactement. Il arrive à l'hôtel, il coupe. C'est normal, ça? Hassad. Il y avait une intervention d'une demoiselle, alors c'est Debdou Bassahmou, Ah ouais. enveloppe de centrage. Elle a l'air d'être dans le domaine enveloppe de centrage, tout dépend du continent, tout dépend de quantité, donc je ne sais pas de quoi elle parle exactement, donc si vous pouviez. C'est de la variation du centrage avec le fioul. En fait, qu'est-ce qui se produit? Lorsque, on va dire que le carburant, il y a 0 carburant. Très bien. On remplit le carburant dans les ailes. Alors, les ailes, elles sont en flèche et elles sont un dièdre, c'est-à-dire que le bout de l'aile, le saumon de l'aile, est plus haut que l'emplanture. Très bien. Donc, le carburant, quand il rentre dans l'aile, il va commencer par l'emplanture. Il va être d'abord à l'emplanture. Ensuite, au fur et à mesure qu'on va rajouter du carburant, le carburant va s'étendre vers le saumon. Et donc, le centre de gravité du carburant va reculer au fur et à mesure qu'on va remplir le carburant. Dans les ailes, le centre de gravité du carburant va reculer, donc le centre de gravité de l'avion va reculer. Et quand on remplit le réservoir central, lui, le réservoir central, il n'est pas évolutif, c'est un bloc qui est dans le fuselage. Donc, il a un centre de gravité. Et là, ce centre de gravité, au fur et à mesure qu'on va rajouter du carburant dans ce réservoir, ça va faire au contraire avancer le centrage. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un point de réflexion. Voilà. Alors, Debdou Bassahmou, si tu es dans le domaine, si tu as quelque chose peut-être à dire, je ne sais pas si tu peux monter ou si, je ne sais pas. ben, si elle veut monter, elle est bienvenue, hein. Je sais pas ce qu'elle est, parce que ça dépend. Elle a 308 followers. Si elle est à l'étranger, elle ne pourra pas monter, je pense pas. Paniche, hein, c'est intéressant ce qu'il fait là. Ah ben c'est un métier, tu sais, il y a du travail, attention, hein. Et des fois, c'est de compagnie à compagnie. Alors, tu as compris un petit peu le truc. Ça y va avec les humeurs des équipages, les chefs d'escale, beaucoup de choses. Mais, encore une fois, les gens, il y a des commandants qui ne comprennent pas que ce n'est pas un simple coordinateur qui fait de la coordination entre les services. Voilà. Il est responsable. À chaque fois que j'arrivais, je disais aux gars, vous êtes le dispatcher? Il dit oui. Ok. Vous êtes tenu responsable pour tout retard. Alors faites-nous partir, on est arrivé à telle heure, on a 1h30 d'escale par exemple, maximum 1h30. Au-delà, ça ne passera pas, ce sera le DR sur toi. Donc voilà comment ça se passe. Et Qu'est-ce qu'il se prend lui comme réprimande ou comme sanction au cas où? Il aura des réprimandes, il aura une annotation négative de son service, il peut ne pas avoir d'avancement, il peut avoir beaucoup de choses, attention, il ne faut pas croire, hein. Et si, par exemple, il y a des fautes, bon, ça peut aller jusqu'au... Voilà, regardez, j'ai récupéré le fuel. Donc là, actuellement, la courbe, elle est là. Je vais lui rentrer les fuels. Il prend 10 tonnes 100. Il a un taxi fuel à 180. Et il a un trip fuel à 6298. Hop, ensuite on fait final. Ah. Voilà, bon. Ensuite on fait final. Apply. Hop, et tu vois, j'étais bien centré donc ça n'a pas bougé. Tu vois, il n'y a pas de différence entre le display actual, je sais pas si tu vois, et
l'Indus Planète. Ça bouge pas énormément. Je t'entends pas. T'as coupé le son. Et là, tu lui envoies tout ça. Je t'ai dit, tu n'as pas intérêt à te tromper parce que tu as 1000 témoins à charge. Non, c'est bon. Sans compter ceux qui sont sur place. 10, 100, 180, 6290. Non, je cross-check toujours avant d'envoyer la préliminaire. Donc ensuite, on envoie une préliminaire de cheat. Spanish, tu leur envoies tout ça comment? Tu Alors, il y a deux imprimes ou tu leur envoies ça sur le... La CARS, d'accord. C'est comme si tu dirais en Bluetooth. Et ensuite, moi, alors tout le monde le fait pas, mais moi je le fais. Je sors un papier. Comme ça, s'il l'a pas reçu via la CARS, je peux lui donner. Attends, on voit rien, c'est dommage. Voilà. C'est gênant, ça. Hein. C'est que je crois que tu envoies un SMS, Farid. Un SMS, il a la clé. C'est en Bluetooth, quoi. Voilà. Et c'est le système. C'est bien le système Amadeus avec lequel tu travailles. Là, c'est Altea, ouais. Voilà. Altea. Ouais. Altea Departure Control. Après, il y a plein de systèmes. Ça se passe bien, là? Ouais, super. Donc là, vous avez la représentante de compagnie qui vient de demander si ça se passait bien en bas. On a entendu sa voix. Tu la salues de notre part. Là, elle est partie, ça y est, elle est trop speed. Elle est déjà repartie. Hop. Speed. Même toi, t'es speed, hein? Hein? Speed, tu trouves? Non. Et puis t'as intérêt à être speed, hein, j'ai l'impression, hein, avec ce que tu Ça fais. dépend. Pardon, excusez-moi. Ça dépend sur quel vol. Là, on a un TTM, donc c'est un temps de transit qui est très court. Donc du coup, tu dois courir et tu dois tout coordonner en même temps. Tu dois faire chargement, déchargement. Excusez-moi. Chargement, déchargement, le fuel, l'embarquement. Tout renvoyer dans 30 minutes. Sinon, après, bah, tu as des retards qui s'appliquent. Et après, on va chercher à qui incombe le retard. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Je voudrais juste répondre à Abdoud, si c'est Pardon? possible. Je voudrais répondre à une question qu'il y a sur le live, là. Ah, pardon. Ouais, je vous laisse. Mets ton micro. Voilà, mets ton micro. Vas-y, j'y vais. Oui, Abdoud pose la question, quelle est l'influence du taux de dilution d'un moteur sur ses performances? Alors, plus le taux de dilution est important, d'abord, au niveau du bruit, ça a un effet très important, ça diminue largement le bruit. Et puis, au niveau des performances, ça augmente aussi considérablement les performances en termes de ce qu'on appelle la poussée spécifique, c'est-à-dire la consommation spécifique, pardon, c'est la consommation par unité de poussée, par newton de poussée, d'accord? Donc ça améliore énormément, et c'est pour ça que les moteurs maintenant sont tous à haut taux de dilution. Alors par contre, les moteurs à haut taux de dilution, ils fonctionnent moins bien quand on veut aller très vite. C'est-à-dire quand on veut faire du supersonique, là il faut il faut un taux de dilution le plus faible possible, parce qu'à haute vitesse ça fonctionne plus. Voilà. Mais voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et c'est grâce à cette augmentation du taux de dilution qu'on est arrivé aux réacteurs qu'on a maintenant qui ont des performances, quand on compare avec ce qu'on avait il y a 30 ou 40 ans, c'est un autre monde, quoi. Voilà. Qui c'est qui veut? Et pour compléter ce que j'ai dit sur le taux de dilution, quand vous réalisez que les rivers maintenant, les rivers sur les moteurs modernes, ne fonctionnent que sur l'air froid, c'est-à-dire le fan flow, le flux qui passe au travers du fan, et non plus le flux qui passe au travers du cœur du réacteur. Alors qu'avant, on avait les rivers qui étaient complètement à l'arrière du réacteur et qui donc rejetaient tout le flux vers l'avant. Maintenant, en rejetant simplement le flux froid, celui qui provient du fan,
Ça suffit comme effet reverse. Lina, salut, bonsoir. Tic, 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 tic. T'as pas de question là? Tu T'as disais tout pas, à pas l'heure, une question Nordine, de derrière les fagots? de derrière les fagots, là, pour l'instant, non, mais bon, il y a une question qui nous avait été posée et à laquelle Nordine avait répondu concernant les volets, et tu n'étais pas là. Ouais. Et donc, tu avais expliqué que donc au décollage, donc l'ouverture des volets se faisait à 30, hein, me semble-t-il. On va lui reprendre la question, c'est mieux, comme ça il va. Il Voilà, avait ok. dit, je vais la remonter. Pourquoi l'utilisation des volets au décollage et à l'atterrissage? À quoi sert? Quelque chose comme ça. Tout simplement parce que les phases de vol sont complètement différentes. Au décollage, on veut que l'avion puisse monter. L'enchère de l'importance, ouais. On veut diminuer les distances, on veut faire que les distances de décollage soient le plus court possible. Alors, si vous voulez, on a un problème qui est, on a une contradiction. Pour diminuer les distances de décollage, il faut augmenter le braquage des volets, mais en augmentant le braquage des volets, on diminue les capacités de montée de l'avion. Alors, donc on est pris dans un compromis. Alors, pour que l'avion soit capable de grimper, en particulier avec la panne d'un moteur, on est obligé d'avoir des braquages volets qui soient un compromis plutôt vers le braquage pas trop élevé des volets. Par contre, à l'atterrissage, on veut avoir une vitesse la plus faible possible pour diminuer la distance d'atterrissage, et on est en descente. Donc, on n'a pas de problème de remontée. On aura un problème de remontée juste si on fait une remise de gaz. Mais quand on fait une remise de gaz, on rentre les volets. On rentre les volets à une position inférieure à la position atterrissage, justement pour favoriser la capacité de montée de l'avion. Donc, c'est pour ça que l'on a des volets relativement faibles. Pour vous donner un ordre de grandeur, on va décoller avec volet 5 ou volet 15 au décollage, et on va se poser avec volet 30 ou volet 40, pour vous donner un ordre de grandeur. Par contre, effectivement, à l'atterrissage, lorsque l'on doit faire une remise de gaz, on ne fera pas la remise de gaz avec les volets atterrissage, on va rentrer les volets à une position intermédiaire pour avoir une capacité de montée appréciable. Voilà. Exact. On dit que c'était à l'appréciation des avionneurs. C'est-à-dire que c'était réglé par les avionneurs. Non, Je n'ai pas compris le début, non. pour la performance, quand tu fais performance de décollage, tu introduis le take-off weight, enfin le zéro fuel, le QNH, la température du jour et les events, s'il y a des MEL, des trucs qui montent, par exemple reverse qui ne marche pas, freinage, ceci, cela. Computage fait, il te donnera le braquage volé, je te parle du 330, te donnera le braquage et la température flex fictive qu'il faut faire imaginer à l'avion pour qu'il puisse prendre cette énergie. Voilà. Donc, qui va par exemple sur 330, avec flaps 1, 2, 3 and full. Et ben, il va te donner 1 plus F, c'est-à-dire un compromis. Il y a le stade plus, le 1 plus F, en fonction de ce que lui a computé. Donc, c'est le logiciel qui calcule ça. Et bien sûr, il va te donner un compromis. Et la distance de décollage qui va être respectée pour respecter aussi un éventuel reject take-off, il va te donner aussi la protection dans le cas où tu fais par exemple une panne moteur. Tu fais une panne moteur donc pour pouvoir décoller à l'aise et tout, etc. À l'atterrissage, c'est le contraire. Il va te donner aussi pour les full, par exemple sur un 330, mais encore une fois, si par exemple le commandant suspect, windshield, suspecte, hein, il peut se voler au braquage de N-1, c'est-à-dire voler 3.
Mais il va le motiver, il va dire je suspecte. Comme ça, non seulement il va pouvoir sustenter, atterrir sans pouvoir percuter la planète et s'arrêter là où il faut et quand il le faut. Voilà. Donc l'avion. Pour compléter ce qu'a dit Nourdine, quand dans les temps jadis, quand on faisait les calculs carrément de limitation au décollage, on faisait, en gros, on a les limitations longueur de piste et limitation deuxième segment. Donc voilà. Alors, on prend les conditions du jour et puis on fait un tableau. Donc, si tu veux, dans la première colonne, il y a le braquage volet. Deuxième colonne, c'est la limitation piste. Et troisième colonne, limitation deuxième segment. Alors, par exemple, si on met volet 1, faible volet, on va avoir la limitation piste qui va être relativement faible. Parce que si on décolle volet 1, il va nous falloir une grande distance pour accélérer jusqu'à V1 et VR. On aura un V1, VR et V2 qui seront élevés, compte tenu du fait qu'on a peu de braquage de volet. Donc on aura une limitation piste qui sera faible. Par contre, on aura une limitation deuxième segment qui sera élevée. Ça veut dire qu'on peut décoller à l'aise avec un poids important. Quand on va prendre volet 5, à ce moment-là, la limitation piste va devenir un peu plus grande. Par contre, la limitation deuxième segment, enfin la limitation de montée, va diminuer. Quand on va prendre volet 10, on aura une meilleure limitation piste. Par contre, on aura une moins bonne limitation deuxième segment et ainsi de suite. Et donc, on va prendre le meilleur compromis. Le meilleur compromis entre la limitation longueur de piste et la limitation deuxième segment. Voilà. C'est un de ces 4 matins, je ferai un petit truc là-dessus juste pour montrer comment on calcule derrière, comment le calcul se fait. Voilà. On prend le meilleur compromis entre la limitation piste et la limitation deuxième segment. Voilà. Non, je pense pas, non. Le tour du monde en restant à la lumière du jour avec un avion de ligne, non. Vu la vitesse de l'avion et vu la vitesse de rotation de la Terre. Donc, même si tu décolles face à l'ouest, pendant que la Terre tourne et que le Soleil se trouve à son coucher, entre guillemets, tu as beau partir, tu vas être attrapé par la nuit. Et donc voilà, je vois pas un avion qui peut faire en ligne continue le tour du monde comme ça sans se poser quelque part. Voilà, donc non, tu peux pas avoir tu vas être obligé de passer par les fuseaux horaires, donc tu vas suivre la nuit et le lever de soleil. Quand on décolle par exemple d'Alger vers Montréal, quand on arrive à Montréal, pendant qu'il fait nuit à Alger, il fait jour à Montréal. Mais pendant qu'on se pose, 2 heures après, il va faire nuit, etc. Et quand on décolle pratiquement de nuit à Montréal, on va traverser la nuit et on va arriver au petit jour à Alger, etc. Et vice-versa. Voilà. Avec le Concorde, ils avaient réussi à le faire. Avec le Concorde en supersonique, oui. Oui, mais il a fallu qu'il se pose quelque part. Oui, bien sûr. Le tour du monde, ils ne pouvaient pas. Mais je veux dire, ils ont pu garder en quelque sorte pratiquement la même hauteur de soleil tout le long du vol, oui. C'est normal, tu as vu où est-ce qu'ils volaient? Ils volaient dans les super, ils volaient au niveau 550 ou 600, je sais pas quoi. 600, oui. Voilà. Je descendais sur l'Afrique et j'entends le Concorde qui descendait sur Rio et le contrôleur Tana, il lui dit pas de trafic connu à vous signaler au niveau 550. D'accord, on n'a rien dit. Eric Villiers, y a-t-il des avions d'Algérie qui passent la nuit sur des aéroports? Oui, beaucoup. Il y a un schedule, il y a un programme, il y a des avions qui passent la nuit dans les aéroports étrangers. Ça dépend du programme qui est fait. Des fois, c'est ce qu'on appelle des night stops, des fois, c'est des couchers, des fois, c'est... Mais il y a toujours un changement d'équipage, sauf quand c'est un night stop, par exemple, sur Paris, la 1008 et 1009, c'est-à-dire 1008, il passe la nuit, il revient le lendemain en 1009, donc l'avion reste là-bas. Mais oui, tu as quoi? Tu as Paris, tu as Marseille, où l'avion passe la nuit aussi. Bon, il y a plusieurs aéroports comme ça, je ne pourrais pas te les énumérer comme ça, mais oui, il y a des avions qui passent la nuit à l'étranger. Non,
Non, il ne peut pas le faire un avion de chasse non plus. Il est limité au fuel. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un suppositoire rempli de fuel, il va le consommer, il est obligé de se poser quelque part. Les avions de chasse, ça vole 1 heure, 1 heure et demie, hein, c'est tout. C'est quoi le niveau 600? C'est 30 km. Et puis à peu près, c'est 30, à peu près. 30 000 mètres. 20 000. Par 30. 20 000. 20 km. J'ai fait le truc 3 fois de plus. Non, l'heure d'été n'affecte absolument pas l'espace aérien local. Mahidine Rarbi. L'heure d'été, c'est juste au sol. C'est juste une convention, mais pour les avions, ça n'a aucun effet. On travaille en UTC. Hein. Voilà. En Zulu. En Zulu Time, ouais. Donc en universel. Même si le méridien de Greenwich a bougé depuis la sortie de l'Angleterre du truc de... C'est qu'il a... Oui, ils l'ont bougé. Il y en a un de méridien. Il y en a un de méridien entre Mostaganem et Oran. Je sais pas si tu... Justement, bon, c'est Greenwich. Le méridien de Greenwich. Mais normalement, Khlas, maintenant, il est faux depuis la sortie de l'Angleterre du Brexit. Il est décalé un peu. Normalement, il doit décaler le panneau avec. Sérieux, hein, c'est vrai. Hein. Toutes les cartes qu'on utilise sont basées sur le WGS84, World Geographic System, 1984. Parce que les coordonnées, il faut bien l'équateur, c'est une ligne qui a une existence mathématique. Mais le méridien, il n'a aucune existence, mathématique, c'est juste une convention. Voilà. Fly, bonsoir. Est-ce que le jeu Flight Simulator est intéressant pour apprendre le pilotage? Pour apprendre, ça dépend ce que tu apprends. Tu veux dire par apprendre. Oui, c'est un bon truc pour s'initier. Il y a des gens qui même pilotent, on a un copain à Arab Aviation, il a un simu à la maison, pratiquement avec les manettes, des trucs et tout, mais bon, ça demeure que sur ordinateur. Oui, c'est pour avoir des notions de trucs, pour essayer d'être précis dans la manière, mais c'est toujours statique. C'est-à-dire c'est les yeux qui doivent bouger et non pas l'environnement. Donc, oui. Il n'y a pas de ressenti. Il n'y a pas de ressenti, surtout. J'ai pas mal joué avec X-Plane. Ouais. Bon, il faut un très gros ordinateur. Hein. J'ai un neveu qui a un ordinateur énorme, qui a une très très grande puissance. Et même comme ça, pour le faire marcher, il a été obligé de changer l'alimentation parce que l'alimentation sautait. Il a fallu mettre une 1000 watts ou un truc comme ça. Enfin, c'était un truc... parce que vraiment, l'ordi, il a énormément de calculs à faire. Mais c'est quand même, bon, le grand problème, c'est, bon, au niveau de la navigation, tout ça, ça marche bien. Mais au niveau du ressenti, bon, c'est pas aussi perfectionné qu'un vrai simulateur de vol hein, qu'on utilise pour l'entraînement. Et donc, au niveau par exemple, des effets secondaires des commandes de vol et tout, ça reproduit pas vraiment, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Mahdi, tu veux une explication évasive ou plus poussée que chez JB? Calculer, tu as une distance, une vitesse de l'avion et le vent. Et là, tu as ton temps estimé. Tu peux estimer à quelle heure tu arrives. Maintenant, tu veux des explications à droite, attends-toi à la formule. Tu peux lui faire calculer le temps Il y a pas, enfin, oui, c'est la distance à parcourir divisée par la vitesse sol. La vitesse sol, qui est donc le résultat d'une somme vectorielle entre la vitesse propre, qui est portée par le cap, le vent, donc porté par la direction du vent, et la résultante de ces deux vecteurs additionnés, ça sera la vitesse sol et la route vraie, enfin la route vraie ou la route magnétique selon ce qu'on a. Et donc il faudra diviser
la distance à parcourir par la vitesse sol. Le problème qu'il y a, c'est que quand on fait un vol, la route n'est pas tout le temps la même, et que donc, et le vent non plus. Conséquemment, il va falloir calculer tout ça pour pratiquement chaque segment du vol. Voilà. Donc, on va le faire. Bon, ça, c'est les ordinateurs maintenant qui le font quand on a un jet plan. Donc, quand le plan de vol technique est fait par ordinateur, le plan de vol technique, à ce moment-là, l'ordinateur qui le calcule, il prend toutes les routes, et pour chaque segment de route, avec le vent qu'il a en information, il va calculer la vitesse sol et il va faire la somme de tous ces petits segments pour arriver à trouver le temps de vol total du vol. Voilà. Et voilà. Félix a décroché, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça bafouille, hein. Moi, tu sais que j'arrive pas à passer la caméra. Quand je place la caméra, ça bloque. Attends, vas-y, tu regarde. Et ma caméra, elle est bonne. Hein. Vas-y, je t'ai envoyé le truc, regarde, essaye. Ouais, mais quand je veux mettre le fond vert, là, avec une image, ça marche plus. Et tu as toujours l'histoire de effet devant toi. Effet. Non, je le fais pas parce que ça va bugger encore, c'est pas la peine. C'est bon. La prochaine fois, tu sais, tu dois le fixer justement sur ton profil avant de monter. Tu mets effet, tu mets l'écran vert, tu mets une photo, et après, Ouais. quand tu vas la chercher, avant de monter, tu vas y aller directement. D'accord. Ouais. Normalement, ça doit. Mieux, oui, d'accord. Existe des livres en Algérie concernant l'aviation. Je pense, mais je suis un peu sceptique. C'est-à-dire, pour te dire exactement quelle librairie fait ça. Par contre, les anciennes librairies, que ce soit au niveau d'Alger ou là d'Oran ou là, ils ont encore ou là chez les buralistes, les anciens libraires, ils ont encore des bouquins. Moi, je sais qu'à Oran, j'ai la collection complète, l'encyclopédie de A à Z de l'aviation, que j'avais acheté à Toulouse en 83. Je l'ai encore, hein, c'est une encyclopédie extraordinaire, et qui parlait en plus des futurs, du futur, hein, qui existe maintenant, bien sûr, qui parlait des Airbus, je te parle de 83, donc c'était quand il y avait l'épopée. Et il parlait de l'avancée, Bon, bien sûr, ils te reprennent tous les anciens avions, du petit jusqu'au plus gros, et il parlait des projets. Mais je pense qu'il y a des libraires qui gardent encore des. Alors, Mahidi qui enregistre des heures de vol des pilotes de ligne. Alors, une fois qu'il y a fait. Bon, chez nous, il y avait la feuille d'instruction. Maintenant, elle y est toujours. Mais en réalité, dans la CARS, le gars, quand il part, quand il lâche les freins, le vol est enregistré. Et puisque des fois, ils préfèrent le faire en manuel, ils prennent la feuille d'instruction, et qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent, il y a un service qui reprend les heures de vol et tout, et ils font passer dans le portail qui s'appelle le papillon des pilotes. On appelle ça un papillon, comme ça. Et ça va sortir pratiquement tout le roster avec les heures effectuées son programme. Ça sert à deux choses. D'abord, une, qu'il ait effectué son programme en bonne et due forme, qu'il n'y ait pas eu de défection, c'est-à-dire d'absence ou là, truc truc médical ni rien. Deux, ça va servir à la paye, parce que ça va passer au service paye, qui va faire son calcul en fonction des vols cumulés qu'il a fait, plus les indemnités qu'il peut avoir en prime ou là quelque chose. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ah ben si tu veux, je te vends la mienne, Mahedi Ndarbi. Au Goukaja, en plus, la couverture est feutrée. Hein. 12 volumes. Hein. Et tiens, c'est pas une mauvaise idée, je vais la mettre au truc. Hein. J'en ai plus besoin maintenant. Je vais la mettre en vente, aux enchères. Tout à l'heure, j'avais sorti le truc, tu n'étais pas présent, JB.
Quand on était en live la dernière fois, il y avait un Gus qui est monté et il nous l'a fait à l'envers. Celui qui, moi je l'avais suspecté que c'était un platiste. Puis il commençait à noyer le poisson à droite à gauche et ensuite il est parti sur un live, il a ouvert un live et il disait qu'il était monté chez nous sur le live, qu'il nous avait fait passer la pommade, qu'on n'avait rien vu et que juste après, on a fermé le live. Alors que juste après, c'était les 2 heures, comme on ferme tout le temps 2 heures. Que les gars qui sont platistes, allez, qui m'expliquent, enfin, à chaque fois on est rentré dans les trucs, machin, qui m'expliquent juste un truc. Si la Terre est plate, comment ça se fait que aujourd'hui, voilà, le soleil se couche à une certaine heure à Alger, à une autre heure à Marseille, à une autre heure à Paris. Voilà, par exemple, qui m'explique. Si la Terre est plate, qui m'explique pourquoi le soleil ne se couche pas à la même heure sur le même méridien, on va dire sur le même méridien, en fonction de la latitude. Ah, et ainsi dit, et qui m'explique ça? Après, on sera bien, voilà. Ouais, mais tu sais très bien, JB, que c'est pas des gens qui réfléchissent techniquement, ni avec des résolutions logiques, cartésiennes, ni réelles. Ils s'appuient sur des écrits. Et ils pensent à influencer les gens par les écrits. Que ce soit biblique, coranique, judaïque, ce que tu veux. C'est pour ça que notre live, il est dit, parlant à vision, dans le lac. C'est tout. Un Farid qui revient, un Spanish Smile qui arrive. C'est parti ton lion. Ça y est, ouais, push et flash. C'est bien. Voilà. Mission réussie. Tu as dit quoi? Il a OK Star. Voilà, t'as vu le logiciel, il est compliqué. Hein. C'est bon. Sur du 3.1, c'est pas, tu vois, il y a pas beaucoup de, on va dire, il y a pas beaucoup de bagages, c'est pas, tu te creuses pas la tête. Sur un 3.30, c'est un peu plus compliqué. T'as beaucoup d'argot, t'as beaucoup de paillettes, t'as beaucoup de conteneurs, t'as beaucoup de poids. Le fuel, c'est pas pareil. T'as le tritank, t'as les ailes, t'as le central, c'est pas pareil. Ce qui est intéressant, si ça t'intéresse un jour, essaye avec Excel de faire une application qui calcule le centrage d'un avion. C'est extraordinaire à faire. C'est très très intéressant. Je l'avais fait en basique à l'époque et ça marchait parfaitement. Hein. Je l'avais vérifié avec les logiciels professionnels et tout. Et après, je l'ai refait pour le 3.20, 3.19, 3.20, 3.21. Je l'ai refait en Excel. Je le fais également pour le Q200 et Q400. C'est très très intéressant à faire, donc de transformer les formules du centrage, de les mettre en langage pour que Excel de tête. C'est très très intéressant. Ouais, bah, ça serait intéressant de faire, ça prend un peu de temps. Faut bien maîtriser Excel. Voilà. Moi j'ai le petit bouquin Excel pour nul. Non, et tu sais, ce qu'il y a d'intéressant justement dans ces logiciels-là, sans rentrer dans le Visual Basic, etc. Bon, après, évidemment, avec le Visual Basic, ça a beaucoup de puissance. Mais déjà, simplement en utilisant les formules mathématiques que tu peux trouver, recherche V, recherche H, etc., tu arrives à des trucs vachement chialés. Hein. Non, Excel, quand tu sais le maîtriser, c'est un outil incroyable. Je l'ai conseillé à certains de mes élèves, ceux qui avaient le niveau de le faire, pour mieux comprendre, justement, parce qu'à ce moment-là, toutes les finesses. Je me suis amusé, par exemple, à faire sous Excel aussi, un truc qui me résout le triangle des vitesses. Et bien, quand tu fais ça, la résolution du triangle quelconque, puisque c'est ça, en fait, la résolution du triangle quelconque, c'est Excel, c'est super intéressant, ça fait travailler le ménage et ça te permet de mieux comprendre comment ça marche. J'en doute pas, il y a de quoi faire. La dernière fois, j'avais une question que je pose dans le chat. C'était à partir de quel moment et quelle altitude on passe en givrage, et est-ce que le seuil est la même pour tous les avions? L'altitude auquel on passe le givrage. C'est une température totale, c'est tout. Hein. Température totale et présence d'humidité. Voilà, c'est tout. Et donc, du coup, elle est la même sur n'importe quel type d'avion ou pas du tout? Enfin, ça dépend de procédure. Enfin, disons, en règle générale, c'est toujours le même principe. Température totale plus 10, hein, minus 10 et visible moisture. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est plus 10, visible moisture. Ok. Je vous pose la question parce que vu qu'en ce moment ils sont en train d'exciter avec le dégivrage, les machines, les trucs, les ceci, cela, je me posais la question la dernière fois. Ça, je vais dire un truc, même quand on papier, le moment un dégirage,
il me demande en général, en fonction de ce que lui a dit que va dire par exemple le mec ici, quand il va voir un dépôt sur les ailes ou si c'est quelque chose, ou dans le pain, ou dans comme le verteur. Ouais. Sur le 330, on voit beaucoup plus que sur un 320 par exemple. C'est pas les mêmes altitudes, c'est ça que je pose la question. Là, ce matin, par exemple, j'ai fait le 330. Les ailes, il n'y avait pas de livrage sur les ailes. Parce que c'est des gros avions, donc ils ont le temps de recevoir les données dans votre dépôt. Et le dépôt, il est plus consistant que sur les petits avions qui passent pilotes rapidement par une vitesse ou bien quelque chose. Donc voilà, la demande en fonction de ce délivrage se fait en fonction de la visibilité, de la vision moto, sur les ailes, et surtout, ce que je vais dire, moi, étant à Montréal, il y a sur les ailes, et que je ne demande pas le dégivrage. Pourquoi? Parce que le plus important sur la porte, c'est de voir s'il y a des livres sur le body. S'il y a des livres sur le bout de train, c'est que c'est sûr que c'est livré. D'accord. Parce que c'est une grosse partie. L'atterrissage, quand on se posait sous une tempête de neige, et quand l'avion se posait, par exemple, avec de la neige, aussi qu'il y ait de neige sur les surfaces, mais ça ne nécessitait pas un dégivrage complet, qui était type A. Je m'assure que ce sont personnellement mécanisés pour voir le body. Quand il dit sur le body, ça, je suis sûr que pas l'avoir. Attends, je réponds. Les mérites des amis pilotes modernes, c'est des réserves. Non, ils n'ont pas de réserve. On se voit le prix de dernier. Ils n'ont aucune réserve, n'importe quelle partie, sauf quand c'est mentionné qu'il y a, par exemple, du mauvais temps. Bon, là, oui, il y aura des réserves. C'est clair qu'elle éviter telle zone parce qu'il fait des mauvais, on sépare de la site. Ça, c'est toi, Smith. Combien fait un cours par jour, par exemple, combien d'avions tu en fais? Tu vas dépasser le 6-7, non? Spanish. Ouais, excuse-moi. Je fais à peu près 4 à 5 vols sur une occasion. 4 à 5 vols sur une vague de pratiquement 8 heures. 8 heures. Après, ça dépend. Moi, vu que je fais les deux, je fais Roissy et Orly. Il y a des matins, je commence à 3 heures, je finis à 1h du mat. 3 heures, 1h du mat. Je fais le tour de la boucle. Voilà, je finis là-bas et je retourne là-bas. Et une autre question sur le 330. Sur le 330, tu sais, normalement, t'as les... Attends 2 secondes. Normalement, il y a le délestage. Là, sur les 330 qu'on a nous, le délestage qui est au niveau des baignoires, le bouchon, c'est un espèce de petit bouchon, il est fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a un problème, il peut se reposer, parce que le 330 peut se reposer à pleine charge, il ne peut pas tester. Non, je parle de diesel qui a sur les flics. C'est pour les diesel. J'ai isolé le fuel. Ouais, tu sais, sur les baignoires, tu sais, normalement, on dit, si un avion, par exemple, il décolle, il a un problème, il va tester et rien se poser. On appelle ça fait. D'accord. Là, sur le 330, ils les ont au niveau des baignoires, il est bouché. Mais il est bouché. Ou il a été arrêté par la compagnie. Il peut être. Une option, je crois. Restriction. Oui, mais ça, dans ce cas, ça veut dire que s'il peut pas délester, il peut se reploser à pleine charge. Non, s'il décolle à pleine charge. Il va consumer son feu. On va bien ici, jusqu'à pouvoir venir se poser. S'il y a une urgence absolue, il pourra venir se poser overweight, en fonction de la client qui a un rapport, en fonction de la performance du jour. Il pourra la faire. Mais ça sera le cas où il ne pourra pas burner du fuel, ce qu'on appelle consommer du fuel, dans une alerte. Parce qu'il faut savoir que c'est du 40 heures à minute. Ouais. Oui, parce qu'à côté, pas très loin d'Orly, tu as des heures de destage, ils peuvent lâcher 40. Des Airbus 30 qui viennent pour. Non, c'est pas les 30 qui font le pratique. C'est des. Je sais pas. En général, c'est des 3300 qui n'ont pas le diesel, ou bien ceux qui ont les 200 qui ont le diesel, mais obsolète. Parce que la compagnie n'a pas voulu payer l'extra pour ça et tout, etc., etc. Et il peut se poser overweight en fonction de son urgence, bien sûr. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils ont construit, qu'ils ont fait ces pour qu'ils se reposent. Spanish. Parce que vraiment essayer va me non, pas du tout. Non. Je rappelle juste quelle est la réglementation concernant l'installation d'un Jettison Fuel System, un Fuel Jettison System ou pas. Ça provient en fait de la chose suivante. Si un avion, au point maximum au décollage, maximum de structure au décollage, moins 15 minutes de vol, est capable, avec N-1 moteur, de satisfaire aux conditions remise de gaz, N-1, qui sont, par exemple, pour le 330, c'est un réacteur, donc c'est 2,1% après remise de gaz en montée. D'accord, il doit faire un plan de 2,1%. Si l'avion est capable de le faire, on n'a pas besoin de mettre un fuel jettison system. Si maintenant l'avion ne peut pas le faire, il faut avoir un fuel jettison. Parce qu'en fait, comme disait Nordine, le plus important n'est pas de se poser en overweight par rapport au maximum landing weight. Je te rappelle, normalement, tu aurais dû le voir pendant ta formation. Au pas maximum à l'atterrissage, l'avion peut se poser, la structure de l'avion résiste à une vitesse verticale de 600 pieds minutes,
Mais au point maximum, au point maximum au décollage, l'avion résiste à un taux de descente à l'atterrissage de 360 pieds minutes. C'est ce qui explique la différence entre le maximum take-off weight, maximum structural take-off weight et maximum structural landing weight. D'accord? C'est la vitesse verticale au moment du touchdown. Mais le fuel jettison, il est lié à la capacité de l'avion, à la mise de gaz, N-1 moteur, à la max structural take-off weight, minus 50 minutes. Voilà à quoi ça tient. Donc c'est pour ça que tu des avions, par exemple, un modèle d'avion donné, selon le réacteur qu'il a, il va ou pas être équipé d'un fuel jettison system. Ce que j'ai compris, Spanish, c'est que l'emplacement pour GIS est là, mais c'est une option. Donc, il te bouge le truc, et s'il faut l'installer, il faut l'installer. C'est ce qui bouge, il ne bouge pas. Le système a un des armes qui n'existera dans le cockpit. Ils vont enlever, c'est un module. L'équipement existe pour le tube, et il ne gêne rien des performances de l'avion, parce qu'il est sous les ailes. Il est sous les ailes, exactement. Là, mais il est parti les pins. Voilà. Oui, c'est ça les voitures. Quand tu as des voitures avec option sur le bord, tu as des enlacements. Certaines options qui sont en vie. Voilà. Donc, mais l'indice, tu veux, l'indice existe. Ça peut exister, l'indice sur le fait, il peut exister. Ok. Il n'y a pas de réserve. On ne parlait pas des pays en guerre. On parlait des pays de minutes qui est normal, survolable. C'est clair que dans l'OTAN, c'est interdit de survoler les en guerre. C'est clair, en mesure de sécurité, tu vas faire survoler un truc et on reçoit un missile là-dedans. D'ailleurs, parlant de ça, il y a eu une mobilisation de tir d'ici. Ça, c'est pas bon. Ouais, bah, d'ailleurs, les plus de vols ont été changés, notamment ceux qui passent par la Réunion et tout ça. Ils passent par le Soudan. Le Soudan, après, ils ont observé des missiles, je crois qu'ils ont changé le plan. Vous avez vu le 37-400 cargo qui a brûlé à San Paulo, hein? Oui, oui. Et les pilotes, ils sont sortis, ils ont réussi à poser l'avion malgré le feu en zone cargo, ils sont sortis par la fenêtre. Et bon, l'avion va certainement être, comment dirais-je, arrêté. Hein, il y a trop de travaux dessus. Et on considère comme tu là que toute performance, tout, dans tous les avions, c'est considéré en N-1, hein, tout. La panne d'un moteur est envisagée à tout moment du vol, et en particulier au décollage. La panne de deux moteurs, alors sans ETO, sans ETOPS, la panne de deux moteurs est envisagée toutes les fois que l'avion se trouve à 60 minutes d'un train qui peut l'accueillir. La panne de 3 moteurs, 90 minutes, et la panne de 4 moteurs, c'est 20 minutes. Ça, c'était avant l'ETOPS, avant le ETO. Après, avec la fiabilité des réacteurs et tout ça, la règle des 60 minutes a été modifiée pour aller jusqu'à 240 minutes maintenant. Mais un avion biréacteur ETOPS 240, on va considérer la panne des deux moteurs toutes les fois qu'il se trouve à plus de 240 minutes d'un train qui peut l'accueillir. Donc il ne peut pas voler à plus de 4 heures de terrain. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Donc, Il y a Martin Rabi qui dit comment et quand le fuel dumping est sûr. Alors il y a des altitudes minimales, des vitesses minimales et des conditions dans lesquelles on peut faire le fuel dumping. Alors chaque avion c'est pareil. En général c'est minimum 5000 pieds, minimum 250 nœuds. En général, hein, les avions, mais on considère qu'à 250 nœuds et au-dessus, le fuel quand il va sortir des nozzles, là, des sorties, il va être totalement vaporisé, donc il n'arrivera même pas par terre. D'accord. Et l'altitude est là pour ça. Maintenant, on n'a pas droit, il ne faut pas vidanger le carburant, ça répondait des orages, des trucs comme ça. Sur certains avions, par exemple les avions qui ont les réacteurs à l'arrière, c'est le cas sur 727, mais c'est le cas sur MD-84, etc. Et d'autres avions qui ont le fuel dumping. Il est évident que si on a un feu réacteur, on ne peut pas faire du dumping puisque le fuel va risquer de rentrer dans le réacteur et activer le. Donc voilà un petit peu le genre de choses. Après, encore une fois, c'est altitude minimale, vitesse minimale pour le faire, voilà, et conditions météorologiques. Voilà. Et d'ailleurs, on le fait en général face au vent ou. Non, on le fait en vol. On le fait en vol et en circuit, on fait en sorte de ne pas revenir sur le même endroit. Voilà. Donc on change de pale à chaque fois. Exact. Voilà. On change de trajectoire. Trajectoire. L'endroit où un avion peut larguer le carburant. Alors, pour chaque train, il y a une zone de largage. Hein. Il y a une zone de largage et donc on est obligé d'aller dans cette zone de largage, vidanger le carburant. Voilà. En respectant l'altitude et les vitesses. Une question, je ne sais pas si vous y avez répondu parce que je n'étais pas pendant un moment, c'est overweight landing est aussi moyen en inspection technique approfondie selon AMM 05-51. Ça veut dire aircraft maintenance annuelle. Effectivement, quand on a fait un overweight landing, il faut vérifier là-bas. Systématiquement. On a fait un hard landing où ça, toutefois, s'il y a une anomalie à l'adressage, on vérifie.
souvent également des avions, vous voyez, de temps en temps, des avions comme ça atterrir et le train d'atterrissage, ce sont d'abord les roues de droite qui touchent, puis par la suite, ça peut endommager le train, ça aussi. Bon, Oui, tant qu'on est dans les limites 6 pieds minutes au maillot, au toucher des roues, c'est bon, ça le passe. Et quand on fait des atterrissages, je vais travers. En général, c'est en vent travers que c'est fait que ça. On prend une jambe de train, devant le de laquelle, que ce soit la gauche ou la droite, en fonction du vent, direction du vent, pour repousser l'autre. Et donc c'est pour ça. Mais non, la jambe de train, logiquement, qui touche en premier, il y a tout le poids de l'avion qui... Non, justement, non. Le fait de poser ça entre 610 ans, 600 pieds minutes, maximum 600 pieds minutes, parce qu'en général, le flair, il est à ce niveau-là. Et quand tu poses, c'est pratiquement. Mais si tu vois fuir sortir un peu de cette histoire de train, ça, c'est parce que c'est un impact de la gomme sur la piste, plus. Et pas tout le poids de l'avion qui se pose sur cette jambe. Il y a un compression de l'amortisseur. Et tout de suite après, le repositionnement de l'autre jambe par terre, et ensuite donner du mou pour laisser rouler donner sur. Voilà. Petite question, quand l'avion il arrive au bloc, les mécaniciens ils font tour avion, ils inspectent les roues, mais à un moment donné l'avion il est posé, il est au bloc. Comment ils font pour regarder les roues en dessous? Oui, ça c'est déjà vu. Il faut vraiment. C'est comme si tu jouais à l'aluminium pratiquement, hein, pour que les salopes soient juste à ce moment-là sous la roue. Mais même s'il y a une calotte, parce qu'on a une calotte partie comme pratiquement arrachée, l'état général du pneu de la roue, justement te renseigne sur le fait. En plus, tu dis, t'es posé stagne un peu dur ou là, il y a une inspection approfondie. Ils ont ce qu'on appelle des stylos. À craie. Craie ou le stylo pas stylo à craie. Le stylo qui fait le truc pour, je sais pas comment on l'appelle. Une jauge, c'est une jauge. Ah oui, non, ça jauge, c'est pour la jauge, c'est pour la profondeur. Voilà, pour voir. Et je te dis, une escalope ne vit jamais comme ça, parce que si un freinage intempestif, effectivement, il peut y avoir l'escalope. Si par exemple le break a le déclencher maturement, le frein se fait d'un coup sec, il peut y avoir effriment. Et il faut savoir que l'équipage qui part, déjà, a déjà inspecté ces roues. Il y a deux mécaniciens. Et on est parti avec des tolérances. Et on te dit, voilà, quand même, cette roue a P8, a P6, là, l'atterrissage. On aura déjà à peu près le chiffre. Mais donc, en sachant ça, à chaque atterrissage, on vérifie. Et là, il y a l'autre bord, il y a une roue. Alors, des fois, il y a des techniques en place où il y a des roues, il y a changement. Si on voit les... Saminou, pourquoi pas atterrir dans un endroit pour justement vidanger? Non, ce qu'il faut bien concevoir, c'est que pour assurer la sécurité d'un avion, il y a un poids maximum à l'atterrissage et il y a, comme on envisage toujours quand on fait une approche, on envisage toujours qu'on ne va pas pouvoir poser et qu'il va falloir remettre le gaz, on est obligé d'anticiper tout ça. C'est-à-dire, donc, premièrement, on va faire en sorte, en toute rigueur, on va faire en sorte que l'avion ne se pose pas à un poids supérieur au poids maximum du truc à l'atterrissage pour ne pas abîmer les trains d'atterrissage, même si on peut le faire. Mais après, comme on l'a dit précédemment, il y a une inspection à faire et ça. Et pour anticiper la remise de gaz, pour pas que l'avion, en cas de remise de gaz, soit incapable de monter si en même temps que la remise de gaz, on a une panne de moteur, on doit se prémunir de tout ça. Et c'est pour ça qu'on a des systèmes de vidange carburant pour, dans la mesure du possible, le faire. Si je ne vais pas m'amuser à poser un avion en overweight, si je peux faire autrement. Je vais éviter de surcharger la machine, quoi. C'est tout simplement. N'oublie pas un truc très simple, hein, qu'il faut voyager loin, ménage à monture. Hein, voilà. Mais justement, Nordi, il y a une question, enfin, c'est pas une question. Jasmine, que je connais, Smino, je sais qu'il est un peu taquin. Je sais que c'est une forme de question, mais pas une question. Je vous dis le cric pour ça. Mais effectivement, je ne crois pas si bien dire, ce gars, il existe des crics. Oui, mais écoute, le cric est utilisé quand le commandant demande qu'il inspecte. Il n'est pas utilisé systématiquement, tu sais. C'est toute une armada à mettre en place. Parce que il est arrivé que la roue pour le mécanicien était en bon état et que le commandant demande à changer. Alors on avait même commandant qui changeait les 8 roues. Tu connais. Non, arrête un peu ce bleu. Pour voir les roues là où quand ils arrivent là, forcément ils peuvent voir le dessus des roues, mais ils ne peuvent pas voir le dessous des roues. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un coup de craie sur le pneu, d'accord, et comme ça ils savent la partie qui doit être inspectée. Quand ils vont mettre, par exemple, au large pour l'inspecter, en espérant que ça ne se repose pas dessus. Voilà. En général, c'est du matos fiable. J'ai assisté à des changements de roue pour voir que c'est du travail. Ouais, c'est le boulot. Hein. J'ai une roue sur la roue d'un 330. Hein.
Asdi, il a assisté à un changement de roue. Moi, j'ai fait un changement de roue sur mon avion. Sur un 37, de nuit à Constantine. Alors, je me souviens comme si c'était hier. On revenait d'Inamenas avec McCoy, parce qu'on a connu McCoy 37. On revenait d'Inamenas, on se pose de nuit à Constantine, et puis je fais walk around, et on avait une route avec Mécano. Alors, on appelle le mécano c'était Bouyan, et l'Achfa. Il n'était pas là, et impossible de le contacter, enfin bref. Et on avait l'autre bord, j'ai été formé, j'avais fait la formation pour ça, j'ai changé mon roue avec le cric et tout ça, voilà, pas de problème. C'est possible également qu'une roue se voile. Non, c'est pas possible, des roues qui sont, c'est très très gros, hein, ça, non, pas possible. Ok, on va dire le jantar. Pas possible. À la limite, on peut avoir des petites déformations sur le train avant, parce que c'est des roulettes plus petites, mais sur les grosses, le train principal, non. Alors, il se voile ou pas? Des fois. S'il vit bien, oui. Ça, je sais pas. Alors, Mahdine Rali qui dit pendant le roulage monomoteur, comme la puissance asymétrique était compensée. Il n'y a pas de puissance asymétrique en tant que telle sur monomoteur. Il y a le souffle hélicoïdal, le souffle spiral hélicoïdal, qui tend, quand le moteur tourne, alors quand on est au cockpit, quand on est assis dans l'avion, quand le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le souffle hélicoïdal tend à faire tourner l'avion vers la gauche. Et si le moteur tourne de l'autre sens, c'est inverse, bien sûr. Donc, sur les moteurs qui tournent clockwise, comme ça, on contrôle en mettant un peu de palonnier à droite. Et d'ailleurs, au décollage, les petits avions monomoteurs, quand on met la puissance, il faut mettre du palonnier à droite, sinon l'avion va à gauche, tout simplement. Voilà. Et justement, l'hélice, elle tourne de quel côté, de quel sens? Dans le sens des aiguilles d'une montre? En général, vu du cockpit, elle tourne en général dans le sens des aiguilles d'une montre. En général. C'est l'avantage et l'inconvénient. Il y a des inconvénients de ce il y a qu'un peu. Des inconvénients. Il n'y a qu'à poser une question, moi. Et voilà, moi aussi, il faut que je demande à la ramener du chocolat de Genève. Voilà. Et des Kinder quand on avait pas en Algérie pour les enfants. Et des parfums de préférence sous les plus chers possibles. Pas ça à la division plus. Ça, c'est obligatoire, les chocolats, les médicaments. Tu sais, moi, ça me demandait les Doliprane. Je disais, mais t'en as pas? Il me disait, non, c'est pareil. Il me disait, c'est pas pareil. Avec un pilote, ça a des avantages, ça a des inconvénients, il est souvent là, alors ça dépend. Si c'est un avantage, un inconvénient qui ne soit pas souvent là. Après, c'est. Ça dépend mal, ça dépend. D'ailleurs, afin de terminer par la règle 3. Le chiffre 3 ici, il est très important dans ma tête, c'est pas grave. Après, je vais à la fin terminer avec ça. Le single taxi sur les liners. Ah, d'accord, c'est ça qu'il voulait dire. Le single taxi, ça pose trop de problèmes. Parce que même si on fait un single engine taxi, on est au ralenti, donc au pire, l'avion, il a peut-être un petit peu de temps, ça rentrera avec le nose wheel steering. En tout cas, Spanish, je tiens à te remercier personnellement et je suis sur le nom de tous les amis. C'est vraiment très intéressant ce que tu nous fais montrer aujourd'hui. Parce que nous avons montré quand même une inspection de A jusqu'à Z, l'embarquement, etc. C'est vraiment très intéressant. Après, c'est dommage, j'essaierai de le faire la prochaine fois sur un autre vol où c'est un peu plus calme, on va dire. Là, c'est un peu speed. J'ai monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu. Il faut que je vois. Il faut que je recherche dans mes ordinateurs, dans mes disques de externe, des photos que j'ai de quand je faisais ça, quand j'étais directeur d'opération à Swissport. J'ai fait plein de photos justement là pour montrer un peu comment on fait un avion quand on est à côté. Pour montrer les tubes pitot, comment ils sont, les prises de direction statiques, les sondes, les roues, les brake fans et tout ça, voilà, et tout ça, la PU, etc. Justement, Spanish, quand tu dis que c'est sur un vol un peu plus calme, ça veut dire quoi? C'est que tu arrives à tomber sur des vols où tu as beaucoup plus de temps pour Ouais, c'est ça exactement. On appelle ça des temps de rotation. Et tu as des avions qui ont des temps de rotation un peu plus longs. Quand c'est par exemple des gros porteurs, tu vas avoir entre guillemets 3 heures pour préparer ton vol. Tu vois. Là, c'est ce qu'on appelle des arrivées de part. Là, il est très très short. On avait 30 minutes parce qu'il est là, il a exactement 1 heure de retard. Donc même si on fait la rotation, il y a un changement d'équipage. Tu vois le temps que tout le monde désembarque, le temps qu'il se serre la main, que les capitaines ils se fassent un briefing entre eux en disant tout va bien, tout va bien. Et ensuite il faut en du coup le temps était très court. Il faut savoir, plus la compagnie elle reste sur le tarmac, plus elle paye. Toutes les compagnies, ce que les gens savent pas, c'est que toutes les compagnies qui sont sur le tarmac, elles payent. Donc plus elles s'en vont rapidement, moins elles payent. Voilà. Là par exemple, j'ai 39 minutes de 93. Donc 93 c'est late arrival, donc il arrive 39 minutes en retard. J'ai 4 minutes de 80 de écho. Donc il faut savoir qu'on a ce que tu disais tout à l'heure, je crois. Ce que je disais, c'est que dès qu'il y a des retards, il faut savoir à qui impute la faute. Donc on a ce qu'on appelle des codes retard. Donc là, en l'occurrence, 93, c'est une arrivée tardive. 87 écho, c'est la passerelle. C'est quoi?
toi. 31, 31. Non, 64 équipages. Ah oui, l'équipage, 31, c'est pour moi. 31, c'est les cordes. On veut ni 31 ni 60. Attendez, je vais terminer ça en matin, et par là. Là, j'ai un chiffre 3 dans ma tête. Avant, je vais vous laisser méditer sur ça. Avant moi, c'est pas le problème. Pendant, ça a toujours été mon problème. Et après moi, ce sera plus mon problème. Sur ces paroles, je vous laisse méditer sur ça. Allez, ciao. C'est pas Allez, sage. bonne soirée à tous et à Allez, bonne demain, soirée tout le Inch'Allah. monde. Salut Spanish, Allez, ciao, ciao. salut Au revoir. Gilles, salut Nordique. Au plaisir, au revoir. Salut les gars. Ouais, bien.